Bonjour et bienvenue à l'émission Pour votre information. Je suis très heureuse de prendre place encore cette semaine. À l'émission, on reçoit aujourd'hui Paul Kunidjis qui vient nous parler de sa comédie musicale Maruelle, c'est la plus belle. Il vient nous présenter son deuxième album Rémi Bolduc. Monsieur Marcelin Quentin vient nous parler d'une vision de karaté sportif versus l'intimidation, un lien à faire entre ces deux parallèles. On vous fait voyager au Sri Lanka, les grands explorateurs avec Nicolas Pélésier. Le 31 mars prochain aura lieu la Journée nationale des cadres CPE-BC. Madame Élise Lebeau ainsi que Martine Desjardins viendra nous en parler davantage. En entrevue et en performance, nous recevons Maxime Lapointe. À notre chronique cinéma, Nicolas Vincent Poirier. Il y a une nouvelle technologie développée pour le trouble de la coagulation avec Andrea Monpetit. Bonne émission. Mon invitée est coordonnatrice technique au laboratoire d'hématologie et de banque de sang de l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Andrea Monpetit, bonjour. Bonjour, ça va bien? Très bien, merci, vous. Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle technologie qui est implantée à l'hôpital Cité de la Santé sur le trouble de coagulation. Avant même d'aller dans la technologie, j'aimerais ça qu'on parle, qu'est-ce que c'est exactement le trouble de coagulation? Oui. Dans le fond, le trouble de coagulation, c'est tout problème, soit héréditaire ou dû à ce qu'on appelle un trouble acquis, donc qui est dû à l'environnement ou à une infection, quelque chose, qui va faire en sorte que votre coagulation ne se passe pas de façon normale. Donc, ça veut dire que lorsqu'on se couperait même oui. Une petite coupure peut faire là... Ah oui, exactement. Le sang ne s'arrêtera jamais de couler, c'est exactement. Ça? Fait que dans le fond, certaines personnes ont des maladies que, par les tests diagnostiques, c'est là qu'on va venir voir exactement quel petit facteur qui fait en sorte que ça ne coagule pas. Parce que justement, pour ces personnes-là, bien, ça peut être très dangereux. Une petite coupure, là, comme une coupure de papier, là, ça peut mener à... Parce que le sang n'arrêtera pas. Exactement. Puis lorsqu'on parle au niveau des plaquettes, là, oui. il y a les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes. Exactement. Expliquez-nous toute la démystification de ça. Oui. Fait que dans le fond, on sait que dans le sang, on a 3 grandes familles de cellules, donc les globules rouges qui transportent l'oxygène, les globules blancs qui sont nos petits soldats là, qui viennent nous aider dans les infections. Puis on a les plaquettes qui sont des tout petits amas qui se promènent librement. Puis lorsque justement il y a une coupure puis que le sang sort d'un vaisseau sanguin, c'est eux qui vont venir s'activer pour venir colmater ça, pour venir vraiment boucher au complet. Fait que lorsque on se coupe ou on a une blessure, ça envoie des signaux aux plaquettes qui vont venir se transformer pour rappeler elles-mêmes d'autres plaquettes, pour venir après ça, toutes se coller ensemble où ce qu'il y a la blessure pour former ce qu'on appelle la gale. Ah, c'est intéressant. Oui. Hein? Je pense qu'on n'a jamais eu d'image visuelle de ça. Donc, c'est pour ça que la personne, lorsqu'elle a une problématique de plaquettes, bien, ce travail-là ne se fait pas. Oui, donc ça peut être autant au niveau des plaquettes en tant que telles, soit qu'elles ne répondent pas, soit qu'elles n'ont pas le signal ou qu'elles ne sont pas assez en grande quantité. Fait on va souvent investiguer le pourquoi est-ce que ces personnes-là saignent abondamment. Mais c'est intéressant que vous dites qu'il y a une partie quand même qui est héréditaire par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas pensé nécessairement par rapport à ça? Donc, d'une génétique à l'autre, on transmet la maladie. Il y a des maladies qui sont génétiques, qui sont héréditaires, donc de parents à enfants peuvent se transmettre. Donc, ces maladies-là, quand on les connaît, c'est facile après ça de faire les suivis un peu plus adéquats aux plus jeunes. C'est souvent lorsque les gens ont des maladies connues de type acquise, donc soit dues à l'environnement ou à une infection, qui fait en sorte que là, le procédé est un peu plus large et un peu plus long, mais qu'on va finir par trouver là, le pourquoi que ces personnes-là saignent abondamment. Et là, justement, pour le trouver, vous avez développé une technologie. Ça se faisait dans le passé, mais là, vous avez fait la même technologie, mais beaucoup plus avancée. Donc, l'ancienne technologie, comment vous arriviez dans le passé à diagnostiquer ça? Dans le fond, le procédé reste le même. C'est avec le patient, dans le fond, on va prélever des échantillons de sang que nous, après ça, au laboratoire, on va traiter juste pour avoir la partie qu'on appelle le sérum. Donc, c'est la partie où il y a
la partie claire, là, un peu de notre sang. Où est-ce qu'on peut retrouver l'historique un peu des plaquettes? Exactement. Okay. Et dans le fond, avec ça, on a différents réactifs qu'on va venir ajouter à ce spécimen-là. OK. Parce que chaque réactif, c'est comme si c'était un signal de notre corps qui envoyait. Fait qu'ils vont venir activer les plaquettes. OK. Et à un temps précis, dans le fond, on mettait le réactif, on partait un chronomètre. Ça fait une courbe. Et chaque réactif fait des réactions? Oui, des réactions différentes et ils ont des valeurs de référence différentes. Donc, ça vous détermine que les plaquettes sont un peu pas bien fonctionnelles. Exactement. Fait que suite à ce test diagnostic-là, suite à l'ajout de tous ces réactifs-là, ça fait un beau graphique que l'hématologue interprète. Okay. Et lui, selon les valeurs de référence et selon ce qu'il voit et selon ce qu'il sait, c'est là qu'il va venir découvrir ou diagnostiquer le trouble exactement, là, parce que ça peut être variable. Oui. Chaque personne a sa propre, j'imagine, diagnostic là, de procédé mais par dans le fond, c'est qu'il y a plusieurs maladies reliées à ça. Okay. Fait que dans le fond, chaque courbe peut indiquer plus vers une maladie ou une autre. Donc, c'est intéressant. Puis, je sais que vous m'aviez dit, dans l'ancienne procédé, c'était vraiment laborieux, c'était sur plusieurs jours. Il y avait un patient qui était traité à la fois, je me souviens bien. Oui, dans le fond, qu'est-ce qui arrivait, c'est que c'était une machine externe, donc c'était pas fait sur nos analyseurs de routine. Okay. Donc, il fallait sortir une technologue ou un technologue de son poste de travail pour faire exactement ça. Et on traitait seulement un seul patient à la fois parce qu'il fallait manuellement ajouter le réactif et partir le chronomètre. Ouais. Donc, si la personne était dérangée ou elle oubliait quelque chose, bien, ça pouvait tout faire en sorte que la technique ne fonctionnait pas au final. C'est ça, parce que c'est sur plusieurs heures que c'était fait. Oui, c'est ça. Dans le fond, préparer les réactifs, préparer les spécimens et ensuite être là exactement avec délivrance et chronomètre. C'était assez ardu. Puis là, justement, vous avez une machine qui le fait maintenant, oui. Donc vous sauvez beaucoup de temps. Et on sauve autant du temps qu'on sauve aussi, qu'on aide aussi les patients parce qu'on peut en faire plus à la fois. Maintenant, on peut faire jusqu'à 3 patients à la fois par jour, jusqu'à un maximum de 6, si je me souviens bien, parce que la technique peut se faire sur un 4 heures. Okay. Donc, sur un quart de travail de 8 heures, on pourrait en faire jusqu'à 6 par jour. Ah, quand même. Oui. Fait que dans le fond, maintenant, comme l'appareil fait la technique manuelle, donc la délivrance du réactif et le départ du chronomètre, tout ça est programmé dans la machine. Bien, nous, tout ce qu'on a à faire, c'est s'assurer que le spécimen est adéquat, qu'on le traite. Après ça, on fait juste le mettre sur l'appareil avec les réactifs, puis tout ça se fait automatique. Alors, c'est une belle avancée quand même parce que les gens n'ont pas à attendre plus longtemps pour avoir un diagnostic pour vraiment être traités parce que c'est quand même, disons-le, une problématique de coagulation. On ne laisse pas ça traîner nécessairement non. Parce qu'on peut venir à bout de son sang. Là. Exactement. Puis, tu sais, nous, ici à Laval, on a très peu de listes d'attente, mais je sais que dans d'autres centres comme le CHUM ou Sainte-Justine qui traite plus la clientèle pédiatrique, eux ont des listes d'attente qui peuvent aller jusqu'à quelques mois, quelques semaines, ou encore en Ontario, que c'est minimalement 6 mois à 1 an d'attente. Donc, eux ont encore l'ancienne technique, donc font un patient à la fois, tandis que nous, ici, on est capable de faire jusqu'à 3 patients. Donc, si on est capable de déployer cette analyse-là à travers le Québec, mais ça pourrait diminuer drastiquement le temps d'attente pour cette analyse-là. Oui, donc on est bien content d'entendre cette nouvelle-là, parce que vous êtes le seul hôpital du Québec en entier, la Cité de la Santé, à avoir cette technologie-là. Exactement. Bon, bien, continuez votre beau travail, Merci. Puis on va souhaiter aider plusieurs personnes. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Mon prochain invité, il est auteur, compositeur, interprète, M. Paul Kynegis. Bonjour, M. Kynegis. Bonjour. Vous venez nous présenter une comédie musicale que vous avez créée, Ma ruelle, c'est la plus belle. Exact. C'est en collaboration. C'est un beau projet quand même parce que c'est en collaboration avec des étudiants de 3e... De 3e à 6e année. À 6e année. Oui. D'où est venue l'idée de partir un projet comme ça avec les jeunes? Ah, ça fait longtemps. En fait, c'est quand mes enfants étaient à la veille de finir leur primaire pour aller au secondaire. Que ma fille est venue à la maison rapidement me dire « Papa, c'est notre ruelle qui est la plus belle. » OK. Et que 2-3 mois plus tard, ils étaient plus intéressés à la ruelle. Ça m'a frappé comme il y a une transition de la vie d'enfant qui
qui fait part d'une ruelle. Et Qui du coup, quand on arrive au secondaire, on s'épanouit, oui. c'est par là-bas que ça se passe. On joue, on s'amuse. On joue, on s'amuse, et les parents ne surveillent pas. Peut-être aujourd'hui, oui, mais autrefois, on ne les surveillait pas trop. Il y avait toujours des on les voisins, surveillait du coin de l'œil. Du coin de l'œil. En fait, tout le monde surveillait tout le monde, d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et tout le monde connaissait tout le monde. Ça prend un village pour éduquer des enfants. Exactement. Et c'est ça, ils se sont éduqués dans la ruelle à comprendre comment ça marche avec d'autres enfants, à faire des compromis, à se chamailler un petit peu, mais pas se fâcher trop longtemps, etc., etc. Et ça m'a frappé que cette enfance, elle ne dure pas longtemps. Non. Et la phrase que ma fille m'a sortie, ma ruelle c'est la plus belle, dans cette phrase, elle a une mélodie. Et après ça, je me suis dit, bon, peut-être je vais faire quelque chose, raconter un petit peu leur parcours de l'école primaire avant que tout d'un coup, ils sont devenus adultes dans une école secondaire. Tout à fait, et que la ruelle était trop petite pour aller jouer dedans. Alors là, et vous me disiez que c'est une école quand même particulière dans laquelle que vous êtes venu. Donc, ça a vraiment fait un impact, je pense, le travail que vous avez fait avec eux. Oui, je tenais aussi beaucoup à aller dans une école où il y a beaucoup de talent, mais l'offre culturelle est très peu, faute de moyens, faute de toutes sortes de raisons économiques et sociales. Et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur de musique qui est un passionné, que pour lui, le métier de professeur, c'est une vocation plutôt qu'un travail. Et on s'est allés ensemble. Quand il a entendu les chansons, il m'a dit, mais moi, ça m'attend de le faire. Et grâce à lui, on a monté un groupe d'étudiants, que même la directrice de l'école et les autres professeurs étaient surpris par ceux qui ont voulu participer. Et justement, ma prochaine question, c'est quoi la réaction des jeunes à ce projet-là? C'était faramineux, c'était extraordinaire. Tout le monde voulait participer. Tout le monde voulait participer. Il y avait des files carrément pour vouloir chanter. Et aussi, il y a un phénomène qui se produisait aussi. Les enfants qui, au début, étaient réticents, qui avaient un petit peu l'air, je suis plus trop grand pour ça, etc. Au fur et à mesure qu'on avançait, ils participaient encore plus que les autres. Et il y avait aussi cette notion d'entraide. Donc les plus grands aidaient les plus petits. C'était vraiment un petit village qui se formait autour de cette comédie. À la fin, c'était un résultat extraordinaire, très touchant. Oui. Qu'est-ce que vous pensez que ça a donné comme impact sur les jeunes? Qu'est-ce qu'ils ont retiré de cette Il y a un enfant qui m'a dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Il a dit, moi, j'étais très, très, gêné de parler en face du monde. Et grâce à cette comédie, à cet exercice, il n'avait plus la gêne de parler, de s'exprimer. Et d'autres, on disait, je ne savais pas que je pouvais chanter. Et comme la directrice nous a dit aussi, il y a des enfants qui pensaient qu'ils sont bons à rien. Et moi, mon point de vue, tout le monde a un talent quelque part. Il faut juste essayer de le chercher, de l'exploiter, de le voir, de le mettre en avant. Donc, ça a donné que ça a sorti des enfants qui, tout d'abord, se sont liés d'amitié, d'une entraide, mais surtout, ils ont reconnu leur talent et que peut-être ils ne sont pas bons en mathématiques ou autre chose, mais mon Dieu, qu'ils peuvent chanter, danser, ils sont bons parler. dans quelque chose, là. Exactement. C'est clairement Donc, ça. je pense qu'il y aura des enfants, j'espère, que plus tard vont aller vers les arts, la culture, peut-être dévier du chemin au lieu de ne pas faire des études, ils vont peut-être penser à d'autres écoles de théâtre ou peu importe quoi, mais la danse, la chanson, etc. Donc, parce que je pense que, tu sais, vous le dites bien, je pense que c'est important. Vous les avez pris entre la 3e et la 6e année, donc le 2e cycle du primaire. Exactement. Mais je pense que c'est important, à ce moment-là, c'est critique de faire l'éveil à la culture pour arriver à développer ou aller chercher à l'intérieur de nous, de ces jeunes enfants-là, la créativité qui pourrait émerger et développer. Là, je pense que c'est vraiment ça que vous dites. Et il y a ça, et aussi le regard des autres élèves, parce qu'ils ont fait le spectacle dans leur auditorium. Oui, à l'école directement. Et ils étaient nerveux, il y avait une fébrilité dans l'air. Et je me souviendrai qu'à la fin, quand tous les enfants applaudissaient, j'ai des larmes aux yeux, leur réussite. Mais c'était comme des petits coqs. Oui, tout à fait. Ouais. Donc, c'est une belle comédie musicale que vous avez faite avec eux. Est-ce que le projet est quand même assez bien implanté pour pouvoir le poursuivre encore? Alors, cette école va le poursuivre, donc peut-être pas nécessairement dans ce que moi j'ai écrit. L'autre chose qui était intéressante, c'est qu'on a laissé les élèves créer leur propre texte dans leur univers. On a fait des jeux en classe. Et donc, les professeurs de grammaire et de littérature nous disaient « Waouh !» et ça nous permet
de les former un petit peu, comment on parlait, comment on écrit, parce qu'ils écrivaient sur le tableau leurs phrases, la discussion, le côté oral. Donc, mon souhait, c'est qu'ils fassent leur propre comédie musicale. Mon idée n'était pas qu'il faut absolument que ce soit mes chansons et ce que j'ai écrit. Voici ça peut être le leur devis propre technique. création. Voici comment on le fait et je pense qu'ils vont le faire cette année sur un autre sujet. Et il y a quelques autres écoles qui m'ont approché pour voir si je pourrais monter ça avec eux autres. Mais donc, c'est une chose à regarder encore. Oui, bien, vous faites du bon à nos jeunes. Voilà, c'est ça mon projet. Bien, continuez, lâchez pas. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci. Il vient nous présenter son 12e album. Il est saxophoniste de jazz, M. Rémi Bolduc. Bonjour. Bonjour, Martine. Alors, comme d'entrée de jeu, je le disais, le 9 avril prochain, vous allez sortir votre 12e album au studio TD à Montréal, dans le quartier des spectacles. Donc, un 12e album, c'est pas rien non plus. On s'inspire de où après 12 albums? Bien, moi, j'ai beaucoup d'inspiration. Ça me vient de la musique que j'entends autour de moi, des musiciens avec qui je joue. Aussi, j'enseigne à l'Université McGill. Donc, les étudiants, c'est une source d'inspiration aussi, parce qu'ils nous amènent toujours ils me font entendre des nouvelles choses. Ça, on partage ça. Donc, ils sont vraiment très passionnés quand on est jeune. On a la passion sur le bout des doigts. Donc, pour moi, ça m'inspire à ça. Et puis, j'ai un cheminement moi-même artistique qui fait que j'ai toujours envie de composer puis d'avoir des nouveaux projets. Puis ça, c'est le 12e, donc je suis content. Ouais. Oui, parlons-en de votre carrière. Vous êtes quand même une grande figure majeure là, dans le jazz. Vous avez commencé à jouer du saxophone à l'âge de 15 ans, c'est ça? En fait, j'ai commencé à jouer professionnellement à 15 ans. En fait. À 15 ans? Oui. Donc, j'ai commencé quelques années avant, mais c'était pas du jazz. Moi, je viens de Saint-Hyacinthe, puis on jouait dans un cabane à sucre, puis des mariages, des choses comme ça. Ensuite, j'ai étudié. Je suis arrivé à Montréal dans les années 80. J'ai commencé à jouer avec Vic Vogel à l'époque, qui est une figure importante ici à Montréal. Bernard Primo, donc au début de la vingtaine. J'ai fait ça, j'ai vécu à New York à un moment donné. Maintenant, je suis revenu depuis quand même plusieurs années, et puis chef de département de jazz à l'Université McGill maintenant. Donc, vous transmettez votre passion aux jeunes. Oui, oui, certainement. Ouais. On partage. Vous partagez ça. Ouais. Et comment on devient une figure si imposante que ça? Vous m'expliquez votre parcours. C'est vraiment du travail, du gros travail qu'il y a derrière toutes ces années-là. Bien, je pense que c'est vraiment la persévérance. C'est ça le secret dans bien des milieux. Là. Dans le sens que si tu fais qu'est-ce que tu aimes, puis tu continues à le faire, il y a peut-être 500 saxophonistes dans vingtaine, il y en a peut-être 200 dans trentaine, dans ma génération, en haut de 60 ans. On est peut-être 5. Tu sais, tout le monde arrête à un moment donné. Fait que dans le fond, qu'est-ce qui fait qu'on vient connu? Tous les musiciens de mon âge qui continuent, Jean-Pierre Zanella, Dave Turner, Yannis Stephens, il y en a quelques-uns, Frank Lozano. Bien, on est connus parce qu'on est encore là. mais vous avez fait vraiment, tout le long de votre carrière, ça a vraiment été beaucoup de travail. Ouais. Parce que pour devenir vraiment une renommée dans un secteur de musique, vous m'expliquez qu'il y a vraiment beaucoup de travail, beaucoup de persévérance. Mais en fait, le travail, c'est de réussir à continuer à faire ce qu'on aime faire, parce que ce que je fais, j'aime le faire. C'est pas comme le travail pour moi. Mais qu'est-ce qui me permet de le faire? Il faut que tu aies du travail, il faut que tu gagnes ta vie en même temps. Donc, le travail, c'est de réussir à monter une carrière, parce que le travail artistique en soi, c'est pas un travail. C'est juste. C'est parce que c'est une passion pour vous. Oui, c'est ça. Donc, ça on va faire ça à journée longue. Là. Ça devient naturel. Mais on fait d'autres choses, on joue. Bien, moi, dans mon cas, j'ai toujours joué, enseigné. Donc, c'est quand même ce que je veux faire aussi. Oui. Donc, je suis chanceux à ce niveau-là. Et votre 12e album a quelle couleur particulière que vous y apportez? Bien, j'ai appelé de Bolduc Groove Quintet, parce que c'est de la musique de groove. Parce que certains albums que j'ai, c'est plus jazz traditionnel ou jazz moderne. Là, c'est plus du groove, en fait, influencé par Maceo Parker, des groupes comme ça. Les musiciens du groupe aussi représentent ça. Le projet m'est venu en idée avec la saxophoniste du groupe. On est 2 sax. Chantelle Devilliers, elle joue le sax ténor et elle chante. Donc, d'avoir de la voix, c'est nouveau. Puis aussi, au lieu du piano, j'ai la guitare. Donc, tous ces éléments-là m'ont un peu sculpté mon idée. Chantelle, elle avait un projet qui s'appelait Funky Princess. Puis c'est en jouant avec elle, on avait gagné le prix Opus du meilleur concert jazz de l'année, il y a quelques années. Puis suite à ça, j'ai continué ce projet-là. Ça va dans cette direction-là. Donc, c'est différent. Je pense que c'est plus accessible d'une certaine façon, mais ça reste ma signature. Donc, il y a tout le temps quelque chose là-dedans qui est... On improvise. Il y a des structures quand même qui ne sont pas toujours simples, mais je pense qu'à l'oreille, il y a un groove. Oui, tout à fait. Ça écoute bien. Puis là, je ne veux pas passer à côté. Là, quand même, vous avez un 4e saxophone qui porte votre nom. Ça arrive comment développer une signature de saxophone?
Bien, dans mon cas, je travaillais avec un magasin de musique à Montréal qui s'appelle Twig Musique. Puis Twig spécialise dans les instruments à vent. Puis bon, comme vous disiez, ça fait longtemps que je suis dans le métier. Puis ils ont eu l'idée, à un moment donné, de faire un saxophone, ils m'ont contacté. Puis on est trois, en fait. Moi, je fais le saxophone alto, Jean-Pierre Zanella, le saxophone soprano, Alexandre Côté, le saxophone ténor. Donc, pour l'alto, c'est moi. On a travaillé, fait des spécifications, dire je veux que ça soit plus petit, plus gros, etc. Puis on a fait faire une génération, une vingtaine de saxophones. Ça s'est tout vendu, une deuxième, une troisième. Là, ils viennent en sortir une quatrième la semaine dernière. Mais lui est vraiment... Là, ça a pogné vraiment une coche, là. Pourquoi? C'est quoi la spécificité? Des autres, c'est plus des modèles étudiants, on va dire. Fait que je ne jouais pas, parce que moi, je joue un professionnel. Exactement. Puis lui est arrivé, puis franchement, je pense que je change ce saxophone-là. Moi, je trouve que c'est vraiment un saxophone de haute qualité. C'est juste que les fabricants sont améliorés. En tout cas, c'était surprenant. Tout le monde dans le milieu qui l'a essayé ont été vraiment surpris. C'est comme OK, wow, OK. Ouais, donc, on est très fiers à ce moment-là d'avoir notre nom sur ce saxophone-là. Oui, tout à fait. Donc, on invite les gens à aller vous voir le 9 avril prochain, je répète, au studio TD à Montréal, dans le quartier des spectacles. Je peux juste nommer les musiciens rapidement. Oui, allez-y. Chantal Devilliers, sax ténor et voix. Ira Coleman à la contrebasse. Nick Samenican à la guitare, qui est originaire d'Ukraine. Et puis Rich Irwin à la batterie. Bon, alors, on invite les gens le 9 avril. Ne manquez pas ça. Merci beaucoup, M. Bolduc. Merci. Mon prochain invité, il est président et cofondateur du groupe karaté sportif, M. Marcelin Quentin. Bonjour. Bonjour, Mme Martine. Donc, c'est quand même assez spécial. Vous avez 49 écoles de karaté à travers le Québec et Gatineau. Oui, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Donc, pour vous, le karaté, ça fait partie de votre vie, j'imagine, là. Ça fait partie du quotidien, de donner l'exemple. Mais, tu sais, de fil en aiguille, en 92, quand on a vu le jour, à Sainte-Rose, à Champfleury, c'est mon frère Martin à l'époque et on était toujours étudiants. Parce que là, disons-le, vous êtes cofondateur et président parce que vous êtes avec 3 autres personnes. Et voilà. Donc, on est membre du comité fondateur. Oui. Puis après ça, de fil en aiguille, on a ouvert des écoles au début à Laval. Oui. Alors, puis après ça, on a traversé, on est allé à Montréal, sur la rive sud, la rive nord. Donc, et on a bâti un programme pour stimuler, justement, nos jeunes à devenir entrepreneurs. Oui, c'est ça. Parlons-en parce que le parcours, on sous-estime peut-être un peu la discipline de karaté, mais j'aimerais ça que vous m'en parliez. C'est vraiment une discipline qui apporte vraiment un développement à l'enfant vraiment sur plusieurs niveaux. Quand on pense au karaté, les arts martiaux, on pense à un kick, un punch, un bloc. Nous, c'était de bonifier la pratique martiale par un programme de croissance personnelle qui allait aider aux familles, qui allait aider à la rétention et de construire l'avenir des enfants. Parce que, majoritairement, oui, on a beaucoup d'enfants, mais par ricochet, on hérite des parents qui décident de reprendre les saines habitudes de vie et de s'entraîner. Donc, on met tout ça ensemble, ça fait une belle recette. Mais il a fallu qu'on construise parce que si on dit karaté, c'est quoi? Mais c'est ça, c'est dans un centre. Et là, on fait des approches 2 par 2, puis il y a des katas. Puis on a toujours... Je m'excuse, mais le karaté, à la base, si je ne me trompe pas, on n'a pas le droit de l'utiliser dans la rue pour se défendre. Bien, lorsqu'on parle de combat, on parle de bagarre. Ouais. Sur l'aspect légal, on a le droit de se défendre en utilisant utiliser la force nécessaire et probable. Ça, c'est la loi, c'est le code criminel. On a le droit de se défendre. Mais c'est sûr que si on utilise les notions de combat, au même titre que la boxe ou le kickboxing, parce qu'on a du kickboxing, mais c'est sûr, certain, on devient un agresseur, on devient une personne, une brute. Mais on pourrait l'utiliser pour se défendre. Bien, effectivement, on a le droit parce que, on parle de posture, on parle d'attitude, on parle de confiance, on parle d'établir ses limites, on parle d'avoir un discours favorable pour la résolution de conflits de façon pacifique. Oui, tout à fait. Donc, si on attache au programme des règles de fonctionnement, des règles de prévention de l'agression, là, en cette semaine de la prévention pour contrer l'intimidation, c'est hyper important là, de dire, mais justement, qu'est-ce que je dois faire pour parler de respect, gentillesse, politesse? Alors, donc, quand on a ça en tête, notre logo, c'est un triangle. Ça veut dire karaté, école-maison, ou garderie, école-maison. Ah, ben oui. On dit toujours, les parents, les enfants n'écoutent pas toujours les parents, mais ils écoutent plus leur prof de karaté sportif. Donc, mais on a le même discours, et c'est là que ça colle auprès de l'enfant. Quand on a compris cette mission-là, bien, ça fonctionne. Donc, on n'est pas seulement un entraîneur, on est un coach de vie, on est vraiment une école de vie par excellence pour entretenir les saines habitudes de vie et favoriser un climat positif à la maison. Oui, parce que vous en parlez la semaine, justement, pour contrer l'intimidation, parce que le fait que le jeune, justement, s'inscrive dans
dans un cours de karaté et tout ce que vous avez nommé là, va l'éduquer à avoir une sensibilité auprès des autres au niveau des valeurs, au niveau du respect, au niveau de la confiance en soi, qui va faire en sorte que ça va peut-être diminuer le fait d'avoir des intimidateurs ou du moins, si la personne vit de l'intimidation, va être capable de mieux l'affronter ou la contrer? C'est un peu ça? Oui, tous ces éléments-là, parce que, tu sais, l'enfant, souvent, lorsqu'il vit des défis, dans le contexte actuel, on dirait qu'il y en a encore plus, parce qu'on est capable de les énumérer peut-être un peu plus. Alors, comment est-ce que l'enfant, lui, en question, il va, se questionner, mais faire les bons choix? Souvent, ils sont maladroits, ils ne savent pas trop comment. Mais de comprendre que ses actions et sa façon d'agir avec les autres, le bien vivre ensemble, bien, il va être capable de dire, il faut que je fasse attention. Je vais aider quelqu'un qui a de la difficulté. Je vais être à l'écoute de ses besoins. Tu sais, toute la compassion, l'empathie. Tu sais, c'est des mots qu'on utilise moins, on dirait. Mais ça, on est capable d'y mettre, que l'enfant est capable de comprendre ça veut dire quoi, puis qu'il y a une prise de conscience, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais si cet environnement-là, il est positif, favorable au développement de soi, mais on va faire de nos enfants des meilleures personnes. Donc, ça va avoir un impact positif à l'école, mais aussi à la maison, le milieu de vie, de ramasser sa chambre, faire la vaisselle. Tu sais, toutes ces tâches-là. Puis c'est intéressant parce qu'on a des tableaux de croissance personnelle où l'enfant quitte du karaté sportif, il arrive à la maison, et le parent il nous accompagne, il remplit. L'enfant ramène son tableau. Et là, il y a une rétroaction qui se fait. Et on est capable de faire un suivi à ce qui est l'attitude qui est à la maison, mais aussi à l'école. Parce qu'à l'école, on travaille de concert avec beaucoup d'écoles. On a 165 parascolaires. C'est énorme, là. C'est énorme. Donc, les gens connaissent de plus en plus nos programmes. On a des enseignantes qui vont favoriser, dire, écoute, moi, je vous le conseille fortement, là, parce qu'on va accompagner votre enfant qui vit peut-être un déficit d'attention, peut-être, on parle beaucoup de règles de concentration, concentrer les yeux, concentrer les pensées, concentrer le corps. On a créé une façon d'interactive d'enseigner. Ça aussi, c'est un autre discours, mais c'est ce qui capte les jeunes. Mais ce qui est très intéressant parce que justement, on va au-delà du karaté, où on passe à travers le karaté pour justement venir discipliner l'enfant avec des bonnes qualités, des bonnes valeurs. Vous les prenez à partir de quel âge, les 2 enfants? ans. 2 ans. 24 mois, c'est le programme des Quand super-héros. même! Super-héros. Et là, imaginez ça. Les enfants ont les couleurs de cape, pas seulement de ceinture. Cape blanche, cape violet, après ça, la cape rouge et la cape noire. L'enfant devient autonome. Dans le fond, c'est de préparer le jeune, l'enfant, à aller à la garderie, après ça, aller à l'école. Le parent l'accompagne dans la classe, il fait un mini-parcours. Et là, il y a des objectifs qui sont atteints. Il y a un partenariat, une complicité qui s'installe. On fait équipe avec son enfant. Fait que là, bref, c'est toutes ces... Et là, le but, c'est de préparer l'enfant à joindre le cours des ninjas. Okay. Ça, c'est 4-5 ans où l'enfant est autonome. C'est que le parent le regarde de la fenêtre ou du coin et dit « Hey, bravo! » Donc, c'est super cool, sérieusement. Puis quand les programmes sont bien faits, l'enfant se développe, après ça, il passe apprenti, évolution. Ça, c'est des niveaux de ceinture avec des uniformes différents. Après ça, c'est Club Excellence, Club Ceinture Noire et Club des Maîtres. Club des Maîtres, Ceinture Noire Junior. Là, je parle des enfants. J'ai oublié. Là, je parle pas du tout des adultes, mais on a également le programme adulte. Donc c'est un parcours, mais l'objectif ultime, c'est d'aller chercher notre ceinture noire. Moi, je dis souvent dans les rencontres, qui a le plus besoin d'une ceinture noire? L'enfant ou le jeune adulte qui est à l'école, à l'université, puis qui a déjà un certain succès, puis qui est fier de lui, ou justement le kid, l'ado, le jeune qui va arriver à l'adolescence, qui va se faire peut-être intimider, surtout juger, là, il a peur. Comment est-ce que lui... Donc, il faut l'outiller, cet enfant-là, ou ce jeune-là, qui va passer à l'adolescence. Lui, il a besoin de son attitude de ceinture noire. T'sais, on donne souvent l'exemple de construire avec des blocs. On vit un défi, nous, on dit souvent aux gens du sport et tout, notre pire compétiteur, c'est pas les autres sports. C'est la sédentarité. Les enfants sont inactifs, sont assis devant un écran. Alors, comment est-ce qu'on est capable de les stimuler par on appelle ça la concentration par l'action. Il faut que le jeune il soit stimulé. Mais là, on est capable de construire. Là, on donne souvent l'analogie avec les balles. Si je prends des balles, jeux vidéo, télé, mais je construis avec des balles. Les balles, est-ce qu'elles montent ou elles tombent? Bien, elles tombent. Mais si je construis avec des blocs, là, on explique aux jeunes pourquoi tu vas à l'école. Bien, pour socialiser, pas juste pour apprendre de la matière. Je prends un bloc, école. Ah, karaté, jouer dehors, aider à la maison. Je construis avec des blocs, je construis ma tour de connaissances. Et là, je construis mon avenir. C'est une belle évolution. Puis ça fonctionne. Et quand on est capable on donne une image, les enfants, puis la génération est tellement intelligente. Les enfants, oui, certains sont surstimulés, d'autres sous-stimulés, mais ensemble, on reprend une vitesse de croisière qui fait que sur le long terme, c'est gagnant. Tout à fait. Monsieur Cantet, c'est un grand plaisir de vous recevoir. Donc, on invite les gens à aller vous rencontrer dans votre groupe de karaté sportif. 49 écoles à travers le Québec. Donc, on peut vous retrouver un peu partout. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci de l'invitation.
On vous fait voyager au Sri Lanka avec mon prochain invité, Nicolas Pellissier. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez nous présenter dans le cadre des Grands Explorateurs. Vous avez un documentaire qui porte sur le Sri Lanka, qui on appelle la perle de l'océan Indien. Moi, ça me fascine beaucoup, le Sri Lanka. Il y a quelque chose de beau et de magique dans le Sri Lanka, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut retenir du Sri Lanka, en gros? Alors, le Sri Lanka, ce qui frappe déjà, c'est l'aspect religieux. Donc, bien sûr, c'est une île qui est située au sud de l'Inde. Hein. Donc, c'est une île qui fait 65 000 km². Pour donner un ordre de grandeur, c'est 23 fois plus petit que le Québec et 150 fois plus petit que le Canada. Oh, quand même, hein? 23 fois plus petit que le Québec. Oui. OK, donc c'est... C'est très petit et il y a 22 millions d'habitants. Oh mon Dieu! Voilà. Et c'est très populeux. Et c'est très populeux, alors que l'Inde, qui est à côté, fait 1,4 milliard d'habitants. Donc pour donner un ordre de grandeur. Et c'est une île qui est surtout connue aussi pour ses plages, son sable blanc, son eau turquoise et ses spots de surf. Oui, tout à fait. Ouais. Mais moi, j'étais surprise de lire que quand même le Sri Lanka a été en guerre pendant 26 ans. C'est ça. Pendant 26 ans, de 1983 à 2009, il y a eu une guerre civile entre les deux ethnies principales dans le pays, donc les Singhalais et les Tamouls. OK. Voilà. Et principalement, c'était sur la religion? Non, justement, c'est ça qui est un peu curieux, c'est une guerre ethnique en fait, parce que les Tamouls qui sont minoritaires dans le pays n'avaient pas de droits en fait, et ils ont commencé à avoir des revendications, et il y a eu un mouvement qui s'est créé, qui s'appelle le mouvement des Tigres Tamouls, et qui ont pris les armes en fait, et qui ont commencé à faire une série d'attentats, et à partir de là, il y a eu cette guerre qui a duré 26 ans jusqu'en 2009, et entre-temps, c'est malheureusement un pays qui a beaucoup souffert. Il y a eu le tsunami de 26 décembre 2004. Oui, que ça a fait un ravage fou, j'imagine. Voilà, hein? en plus à la guerre, qui a ajouté à la guerre. Ouais. Et qu'est-ce qui a mis fin à la guerre en 2009? Alors, c'est la mort du leader qui s'appelle Prabhakaran. Donc, une fois qu'ils ont tué le leader des Tigres Tamouls, à ce moment-là, il y a eu des négociations qui se sont entamées. Il y a eu l'influence de l'Inde aussi qui est intervenue parce que vous avez les Tamouls qui viennent de l'Inde du Sud et les Singhalais de l'Inde du Nord. Et à ce moment-là, tout le monde s'est mis autour de la table pour essayer de donner davantage de droits et une représentation au Parlement, puisque c'est une démocratie républicaine. Oui. Républicaine. Mais j'ai lu aussi qu'il y avait quand même une genre de confrontation entre les gens musulmans et le bouddhisme. C'est ça. Il y a eu en fait, ajouté au conflit ethnique, il y a aussi 4 religions principales. Donc vous avez le bouddhisme qui sont 70%, ouais. Vous avez les hindouistes qui sont à peu près 20%, je caricature, les musulmans 10% et les chrétiens quelques pourcents, 7%. Et les musulmans se sont radicalisés, parce qu'ils étaient déjà là, hein, parce que c'était des marins, des commerçants, mais pourquoi l'islam radical s'est développé sur cette île? Parce que beaucoup de Sri Lankais partent travailler dans les pays du Golfe arabo-persique. Okay. Et dans ces pays-là, ils reviennent avec une conception un peu plus radicale, et c'est pour ça qu'en 2021, il y a eu une succession d'attentats qui a causé la mort de 258 touristes et chrétiens. Il y a eu beaucoup de chrétiens qui ont été touchés, dont une quarantaine d'enfants quand même. Donc c'est de là où a commencé des tensions entre communautés religieuses. Mais là, parlons de l'île, parce que c'est beau. Vous dites la perle de l'océan Indien, justement. Qu'est-ce que vous avez découvert dans ce documentaire-là qui vous a comme impressionné du Sri Lanka? Ben moi, c'est vraiment l'aspect religieux. Parce qu'à l'origine, je devais traiter le film à travers un thème qui était l'hydrographie. Parce que c'est un pays qui a toujours su bien gérer l'eau, l'hydrographie. Donc c'est à travers son histoire et des sites archéologiques. Mais au bout d'une semaine dans le pays, en fait, on s'est rendu compte avec Patrick Moreau, avec qui j'ai fait le film, qu'on ne pouvait pas faire autrement que d'aborder le film à travers le thème de la religion. Tellement c'est religieux. Ouais, hein? Elle est omniprésente dans le travail, dans les familles, dans la rue, dans les communautés, et donc c'est tellement frappant qu'on s'est dit ça ne peut être que le thème. Ouais. Il y a donc la religion, puis surtout c'est le pays du thé, donc c'est aussi le fameux thé Ceylan. Non pas parce qu'il met trop de temps à arriver, hein, mais parce que c'est l'ancien nom du pays. Voilà. Donc, ils font la culture là-bas? Bien sûr, la culture du thé. Et dans le centre de l'île, où on peut aller le voir avec un magnifique train qui est l'un des plus beaux chemins ferroviaires du monde. Donc le fameux train de Ella, puis pour aller dans les terres, pour aller voir les plantations de thé à Putale. Donc c'est le fameux thé de Sir Thomas Lipton, le fameux thé Lipton à l'origine. Voilà. On comprend maintenant l'origine d'où ça vient. Et est-ce que c'est dangereux, le Sri Lanka? Est-ce que c'est une place qui est sécurisée?
sécuritaire quand même? C'est un pays très sécurisé. La seule chose que l'on peut craindre, c'est quand il y a des mouvements de foule, des contestations, parce qu'il y a eu récemment le gouvernement qui a été mis dehors par la population en 2022. Mais à part ça, le risque, c'est surtout des cyclones. OK, oui, voilà. C'est ça, parce que étant donné de leur situation géographique, tout à fait. Est-ce qu'il y en a eu plusieurs après? Il y a eu le 2009? Voilà, 2004, pardon, oui, le 26 décembre 2004. Et puis, il y a eu 2025, en novembre, un cyclone qui a beaucoup fait de dégâts aussi. Aussi, oui, c'est ça. Et vous présentez cette conférence-là dans le cadre des grands explorateurs. Il y a possibilité de la voir aussi pour l'écouter à la maison. Alors, sur place, parce que nous, on considère aux grands explorateurs que c'est un peu du spectacle vivant. Parce que ce qui est intéressant, c'est de venir voir un réalisateur qui vient présenter son film. Pourquoi? Parce que ça permet d'avoir un échange avec le public, que ce soit un peu plus vivant, un peu plus dynamique. Puis moi, j'aime bien adapter mon commentaire en fonction du public. J'aime bien mettre de l'humour, un peu des blagues. Mais si je vois qu'il ne rigole pas, je redeviens solennel. Parce qu'il faut le dire, justement, le Sri Lanka est une place que vous voulez faire découvrir parce que c'est vraiment un très bel endroit à voir. C'est ça. C'est vraiment, comme on dit, la perle de l'océan Indien. Mais la traduction littérale de Sri Lanka, c'est l'île resplendissante. OK. Donc, c'est vraiment... c'est un pays qu'on peut visiter pour plusieurs raisons. Pour la randonnée, pour les temples, pour la religion, pour les massages ayurvédiques, pour le thé, pour le surf, parce que c'est une des places des meilleurs spots de surf du monde. C'est la plage d'Arugambe. Là, vous avez les surfeurs australiens qui viennent s'entraîner. Et donc, il y a vraiment... et surtout aussi, j'ai oublié d'en parler, les animaux. Parce que c'est le pays des éléphants, c'est le pays des singes, c'est le pays qui a une énorme biodiversité avec les oiseaux et les baleines aussi. Donc voilà, c'est un pays très, très intéressant pour ça. Donc, on invite les gens à aller voir votre série de conférences documentaires sur le Sri Lanka. Merci beaucoup. Merci infiniment. C'est le 31 mars prochain qu'aura lieu la Journée nationale des cadres en CPE et BC. J'ai avec moi Mme Élise Lebeau, qui est directrice générale de l'Association des cadres et des CPE, ainsi que Martine Desjardins, vous êtes directrice générale du CPE Chapouron et Bottillon à Laval. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Alors, comme je disais d'entrée de jeu, donc c'est le 31 mars prochain qu'aura lieu la Journée nationale des cadres. Je pense que c'est vraiment très important de le mentionner parce que la Journée des cadres en CPE, c'est vraiment la personne qui porte toute la responsabilité du CPE. C'est bien ça? Tout à fait. Puis c'est la 4e année, en fait, que l'Association des cadres a décidé de faire cette journée-là pour souligner le travail exceptionnel des cadres, justement. Parce que souvent, on entend peu parler des cadres. On voit beaucoup que c'est les éducatrices s'occupent des enfants, ce qui est vrai. Mais pour que toute cette organisation-là fonctionne, c'est vraiment grâce aux cadres qui vont faire toute la coordination des services. Autant la gestion financière, la gestion des ressources humaines, toute la gestion matérielle, parce que chaque locaux, tu sais, les locaux des CPE, il faut les entretenir, il faut avoir... puis parfois, il y a plusieurs installations aussi, selon le CPE. Il y a des CPE qui ont une installation. Il y en a qui en ont plusieurs. J'ai une de nos membres qui a 8 installations. Donc, la tâche, évidemment, est différente quand tu gères une installation ou 8, évidemment. Donc, c'est de souligner ce travail-là qui est vraiment important. Les CPE sont des entreprises d'économie sociale également. Donc, c'est pour la population, c'est pour la communauté. Puis, le rôle des directrices, c'est de s'assurer d'offrir un service de qualité aux petits-enfants, évidemment, et à leurs parents pour qu'ils puissent partir travailler la tête tranquille. Oui, c'est tellement important. Exact. Là, vous le dites, puis c'est vrai, on entend souvent parler des éducatrices, mais en arrière de tout ça, pour s'assurer d'une coordination vraiment bien équilibrée, que le CPE fonctionne bien, ça prend quelqu'un qui va appuyer le tout. Et dites-moi, qu'est-ce que c'est? On parle de CPE et BC. Qu'est-ce que c'est BC? BC, c'est les bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial. Okay. Donc, c'est des dames ou des personnes, je dis des dames, mais souvent c'est les femmes évidemment, qui offrent des services de garde dans leur résidence privée, puis qui peuvent garder 6 enfants ou 9 enfants si elles sont accompagnées d'une autre personne. Et la quantité de CPE, BC, là, à travers le Québec, il y a plus de CPE que de BC. Il y a à peu près, en moyenne, 975 CPE au Québec.
Les BC, bien, souvent, sont intégrés dans les CPE. Il y a des BC purs qu'on appelle où ils font seulement que la coordination de la garde en milieu familial, mais la plupart des BC sont jumelés à des CPE qu'on appelle des CPE-BC. OK. Et vous, Madame Martine Desjardins, vous êtes justement directrice, vous êtes une cadre dans un CPE. Alors, ça ressemble à quoi au quotidien, votre travail? Bien, ça demande beaucoup d'agilité. Hein? Ça passe de la gestion financière, le montage financier des budgets, aller jusqu'à réparer les toilettes. Donc, c'est vaste. On a le soutien à la pédagogie, bien évidemment, l'accompagnement de nos équipes dans le but tout le temps, on est gardienne de la mission des valeurs éducatives de nos organisations. Donc, le but est d'offrir un service de qualité aux enfants, aux parents et aussi à nos équipes de travail, un milieu harmonieux où il fait bon travailler pour tous. Oui, parce que là, vous me disiez, vous êtes vraiment seule à gérer. C'est vraiment la fondation là, de tout se repose sur vous. Mais vous n'avez pas de RH, vous n'avez pas aucun autre département. Donc, vous faites tous les départements. Oui, exactement. On est 1900 cadres en CPE au Québec. Oui. Et dans chaque organisation, il y a des directions générales, il y a des directions adjointes, bien heureusement. Oui. Et dans chaque organisation, le détail là, des tâches exactes est fait par organisation. Okay. Mais de façon générale, on a la direction générale, on a des directions adjointes d'installation ou de pédagogie qui assurent un peu plus les tâches au niveau du plancher, comme on appelle dans notre jargon. Donc, on dit toutes les tâches, c'est vous qui les accomplissez, qui les réalisez, mais vous avez quand même un cadre réglementaire là, qui est quand même assez restreint quand même. Bien, important aussi pour les enfants. Là. Je rajouterais aussi, chaque CPE a un conseil d'administration également. Donc, le conseil d'administration, c'est des parents qui utilisent les services du CPE et du bureau coordonnateur, puis qui vont veiller aussi à la gouvernance du CPE. Donc, c'est important que la direction, son allié, c'est le conseil d'administration. Ils travaillent main dans la main ensemble. Les parents, évidemment, ils ont leur emploi le jour, mais une fois par mois environ ou par 6 semaines, ils ont une réunion du conseil d'administration où la directrice va venir parler des projets du CPE, des enjeux parfois ou des défis qui se passent, là, qu'on a besoin vraiment d'un regard différent du nôtre qui, dans le fond, des fois, on est un peu pris dans une situation où c'est le fun d'avoir, tu sais, autour de la table, il y a souvent 7 à 9 parents, donc qui ont des expertises différentes également. Donc, on peut aller chercher justement à travers ce groupe-là des idées, des conseils pour améliorer. Là, des fois, ça peut être des petits conseils au niveau de la gestion, ça peut être, on parle d'une situation qui est problématique, comment on pourrait faire mieux. Hein? Solutionner ou l'améliorer. Exact. Et dites-moi, vous avez combien d'éducatrices là, sur votre chapeau? Nous, au CPE Chapeau-Rond-Bottillon. Oui, disons, sur votre chapeau. Comme ça, j'ai fait le lien. Donc, on est une équipe de 42 actuellement sur le plancher. Quand même, hein? Oui, donc on a une équipe d'éducatrices qualifiées, éducatrices spécialisées aussi, préposées à l'entretien, à la désinfection. Et on a 2 responsables en alimentation aussi. Plus 2 directrices adjointes. Et rappelez-moi, chaque éducatrice a un ratio de combien? Selon le groupe d'âge, on est en bas de 18 mois, c'est 5. En haut de 18 mois jusqu'à 48 mois, c'est 8. Et 48 mois, donc 4 ans et plus, c'est 10. OK. Donc, c'est quand même des grands ratios. Quand même à gérer. Il faut s'assurer que tout le monde est heureux, tout le monde est content, parce qu'on veut les enfants heureux, mais on veut les éducatrices aussi heureuses. Exactement. Tout à fait. Comment vous faites? C'est quoi votre secret? Bien, je pense qu'il faut être innovatrice aussi dans notre gestion des ressources humaines, hein? D'être mobilisatrice, d'accompagner le changement, de consulter, de faire avec. Je pense il faut être consciente que si on veut que cet environnement-là de vie, de travail, soit agréable pour moi, mais il faut qu'il soit pour les autres aussi. Oui. Donc, c'est de travailler en concert avec tous les membres de l'équipe. Mais en tout cas, bravo. Vous semblez faire un travail exceptionnel. Et justement, le 31 mars, on va vous mettre en lumière. Et là, vous avez une vidéo qui va sortir justement. Oui, on a une vidéo de 2 minutes qui va être diffusée sur nos réseaux sociaux, évidemment, pour faire connaître la réalité des cadres. Parce que la population, en général, n'ont pas tous
eu la chance d'avoir une place en centre de la petite enfance. On le sait, il manque de place. Ça fait des années qu'on le dit. Mais ça fait que les parents, tous les parents voient qu'est-ce qui se passe dans un centre de la petite enfance, quel est le travail des directions générales, mais aussi pour les médias, qu'on entende parler des cadres, la classe politique également. Hein? Ils prennent des décisions, les CPE sont subventionnés, mais ça reste que tous les députés ou ministres ne sont pas nécessairement tous au courant du bon travail que vous semblez faire, puis que plein d'autres gestionnaires cadres font aussi. Bien, continuez votre beau travail. Merci. C'est nos enfants, c'est important. Hey, c'est le réseau, hein? On travaille très, très fort à développer le réseau puis à le maintenir. Oui. Alors, on marque le 31 mars. Ça sera votre journée. Un gros merci, mesdames. Merci à vous. Au revoir. Je m'appelle Nicolas Vincent Poirier et si vous avez aimé Matt Damon, Seul sur Mars, dans le film de 2015, Seul sur Mars, vous allez adorer Ryan Gosling, Seul dans l'espace, ou en tout cas presque seul dans l'espace, dans le film Project Hail Mary, un film de science-fiction que j'ai adoré. C'est excellent comme film et pour ce qui est du casting, Ryan Gosling excellent dans son rôle. Et d'ailleurs, semblerait-il que depuis le début du projet, en 2021, eh bien, c'était toujours Ryan Gosling qui était censé interpréter le rôle principal. Et également, bon, il est producteur du film. Et qu'est-ce que c'est Project Hail Mary? Eh bien, comme j'ai dit tantôt, c'est, bon, Ryan Gosling seul dans l'espace, mais il doit, cette fois-ci, contrairement, admettons, à Matt Damon en 2015, qui est pris seul sur Mars, lui, bien, il doit sauver le Soleil. Le Soleil est en train de mourir et on a trouvé une solution. J'embarque pas dans les détails, mais ça comprend entre autres Ryan Gosling qui doit être dans l'espace. Je n'en dis pas plus. Mais bon, évidemment, pour ceux qui ont vu les bandes annonces, il n'est pas vraiment seul dans un sens parce qu'il va se faire ami avec un extraterrestre. Et c'est quand même drôle de dire qu'il va se faire ami avec un extraterrestre compte tenu du fait que ce film-là, au niveau de la science-fiction, c'est une science-fiction qui est très réaliste. Et ce qui est particulier, c'est qu'on mélange avec ça de la science-fiction réaliste, de l'humour, avec, bon, beaucoup d'émotions, je dirais pas pourquoi, là, avec de ça, bien, de l'amitié extraterrestre. Et c'est un projet qui a commencé à la base, c'était un livre qui a été écrit, qui est sorti en 2021, écrit par Andy Weir, qui a écrit justement le livre Seul sur Mars, qui a été adapté au cinéma par la suite. Et avant même que le roman soit disponible, eh bien, MGM a acheté les droits pour l'adapter au cinéma pour une somme de 3 millions de dollars. Et à partir de là, eh bien, il y a Ryan Gosling qui est tout de suite arrivé dans le projet. Et bon, c'est un film de entre 200 et 250 millions de dollars. C'est un film assez long, 2 heures et demie. Et vraiment, moi, je m'attendais à rien parce que je n'avais pas lu le livre. Mais pour tous ceux qui ont lu le livre, ils attendaient ce film-là avec impatience. Et pour ce qui est de la réalisation, et ça, c'est particulier, c'est réalisé par le duo de réalisateurs, scénaristes, producteurs Phil Lord et Christopher Miller. Qui sont-ils? Eh bien, eux autres, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est leur style. Ils font de l'humour, mais de la méta-humour, c'est-à-dire d'humour autoréférentiel, de l'humour basé sur de l'humour, avec un rythme très rapide également, mais vraiment rapide. Et aussi, bon, la rapidité des idées et de l'humour. Pour vous donner une idée, là, qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Eh bien, 21 Jump Street, 22 Jump Street en 2012-2014, mais ils sont aussi responsables pour le film Lego, le premier film Lego de la franchise en 2014. Et disons que les idées étaient très rapides dans ce film-là, le rythme aussi, là. Et également pour la trilogie là, de Spider-Man dans le Spider-Verse, le troisième film pour conclure cette trilogie-là. Le film d'animation va sortir en 2027. Donc, eux ont énormément d'idées et quand on regarde un peu leur style, ça marche pas vraiment avec Project Hail Mary. Premièrement, quand on regarde ça comme ça, là, on s'entend, là, Ryan Gosling tout seul dans l'espace, on a beau essayer de rendre ça dynamique, mais bon, mettons qu'il y a des limites, là. Mais ce qui est intéressant avec eux, c'est que le seul film où ils avaient eu, mettons, autant de budget avec et qui était de la science-fiction, ça a été malheureusement le film Solo.
OK, Solo, A Star Wars Story, qui est sorti, je pense, en 2017, et qui a été une catastrophe. Pourquoi? Parce que ces deux réalisateurs-là ont été renvoyés de la production du film après le trois quarts. Le trois quarts avait été tourné, et finalement, eh bien, les producteurs ont juste dit, vous n'êtes pas un bon fit, disons, avec le projet, parce que ces deux réalisateurs-là amenaient constamment de l'humour qui n'était pas du tout dans le scénario. Donc, ils ont été renvoyés. Donc, pourquoi amener ces deux gars-là dans un film, disons, qui pourrait, bon, mettons que les problèmes, il peut y en arriver, disons. Eh bien, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont réalisé les 2 premiers épisodes d'une série qui s'appelle The Last Man on Earth, le dernier homme sur la Terre, une série, bon, qui était diffusée entre 2015 et 2018. Et là-dedans, justement, bon, le titre le dit, c'est le seul homme qui reste sur Terre, ou presque. Et c'est une émission avec un rythme assez lent. Et ça montre qu'eux sont capables d'aller vers un style quand même assez lent. Project Hail Mary, est-ce que c'est un style assez lent? En même temps, non, parce que c'est tellement intéressant, entre autres, la dynamique entre Ryan Gosling et l'extraterrestre. Et vraiment, là, je m'attendais à rien. Et visuellement, c'est magnifique. L'histoire, il y a un peu de tout. Il y a beaucoup d'émotions, il y a de l'humour, il y a de la science-fiction, encore une fois, très réaliste. Là. Des fois, ça me faisait un peu penser à Interstellar, le film de Christopher Nolan de 2014. Là. Ça me faisait un petit peu penser à ça. Et évidemment, le film The Martian, donc pour tous ceux qui ont aimé The Martian avec Matt Damon, allez voir ce film-là, Project Hail Mary. Je vous le conseille fortement. Et c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Mon prochain invité, il est auteur, compositeur, interprète. Il a sorti son 2e album qui s'intitule Tête à l'envers le 13 mars dernier. Maxime Lapointe, bonjour. Bonjour. Donc, d'entrée de jeu, je le disais, donc tu as lancé ton 2e album, Tête à l'envers, le 13 mars dernier. Ton inspiration venait de où pour le 2e album? Mon inspiration pour le 2e album, ça vient d'énormément de choses que je vois. Je m'inspire des situations du monde autour de moi, puis les miennes. Évidemment, c'est romancé. C'est un peu comme de la peinture, c'est surexposé, mais je m'inspire un peu de moi puis un peu des autres. Parlons un peu de ton parcours. Tu as quand même fait La Voix en 2020. Qu'est-ce que tu retiens de cet événement-là, qui est quand même assez qui est gros là, au Québec? La Voix, j'étais vraiment content de le faire pour ma mère. J'étais vraiment très heureux de ça. Attends, tu dis pour ta mère, pour quelle raison? Parce que c'est ta mère qui voulait que... Ben là, elle, c'est une grande fan de cette émission-là. Okay. Puis moi, honnêtement, à ce moment-là, jamais je pensais que j'allais pouvoir le faire parce que je trouvais que c'était justement énorme. Bon, après, en passant cette émission-là, ça m'a fait plaisir de confirmer que, bon, oui, j'ai été capable, ça a bien été. Puis j'ai été capable d'avoir beaucoup de conseils de mes mentors pour la suite, fait que ça, c'était cool. Est-ce que, justement, tu le dis, est-ce que ça t'a développé vraiment une assurance et une confiance qui fait que ça, c'est acquis pour toi, puis ça va comme te rester avec toi pour le long de ta carrière? Oui, je l'espère, mais oui, ça m'a donné comme une petite place dans ce grand monde-là, puis ça m'a confirmé que si je travaille assez fort, peut-être que ça en vaut la peine. Oui. Puis 2 ans après, parce que, bon, 2020, on était en pandémie quand même un peu, là. Après ça, 2 ans plus tard, tu as quand même fait le Festival international de chansons de Granby. Tu t'es rendu en demi-finale. C'est pas rien non plus. Non, absolument pas. Bien, la demi-finale, pendant la pandémie, on y avait accès, toute la gang. Après, c'était les personnes qui écoutaient qui décidaient quel prix ils remettaient. Ça m'a fait jouer un peu partout, ça, c'était cool. On est allé jusqu'en Alberta, à Edmonton. Tu sais, j'ai mangé de la scène. Puis bon, pendant cette année-là, je préparais mon premier EP qui est devenu mon premier album. Fait que tout a déclenché de là. Tu sais, on dirait que je fais de la musique. Même s'il y a eu la pandémie, ça a quand même coulé naturellement. Ça t'a pas du tout arrêté? Non. Est-ce que c'est un rêve d'enfant d'être un chanteur ou auteur-compositeur? Mais oui, évidemment. Ça va toujours être un rêve, en fait. On n'est jamais vraiment en train de dire « OK, c'est fait ». Fait que c'est un travail qui continue, je pense, pour tout le monde qui fait ça. De jamais arrêter, de toujours travailler pour aller chercher un petit peu plus, parce que c'est pas acquis. On peut pas. Ce métier-là est jamais acquis. Ben non. J'aimerais ça avoir des nouvelles personnes dans mes salles à chaque soir. Là. Ça serait cool. Puis à chaque fois que je vais dans un petit bar, puis qu'il y a quelqu'un qui me dit « Ah, c'est cool ce que tu as fait à ce soir », ben le travail est fait. C'est un petit plus, puis après ça, on se reprend le lendemain. Donc, justement, je le disais, tu as lancé ton 2e album le 13 mars dernier. C'était comment, l'événement? On a fait ça au Bistrot à Jojo, un bar antagonique de Montréal que j'avais découvert. Je trouvais que c'était tellement beau. Une espèce de... Je sais pas si t'es déjà allé, le bar musée. Non.
Puis il y a plein de guitares des années 50, 60, plein de monde qui ont passé là. Puis on a réservé ça une soirée un vendredi, c'était full house. C'était vraiment cool. C'était un petit lancement intime d'une centaine de personnes, puis j'ai eu le temps d'en profiter. Fait que je suis content. À cette heure, l'important, ça va être de faire écouter l'album au Québec entier, puis ça, il y a des chemins à prendre, là, mais on travaille là-dessus présentement. Oui. Est-ce qu'il y a une tournée qui va s'en venir justement de cet album-là? Oui. On est en train de préparer un spectacle pour le vendre aux diffuseurs dès l'année prochaine. Fait qu'on lance l'album, on travaille un vidéoclip, on essaie de travailler les radios, on produit le spectacle, puis après ça, ça va faire les vitrines. Oui. Donc, parlons-en de tes compositions aussi. Dette au diable. Est-ce que c'est quelque chose qui était... il y a un passage dans ta vie de ça? Dette au diable, c'est un peu qu'on a tous une dette au diable. Là. C'est quand on a l'impression de faire quelque chose de forcé. Puis là, après ça, ah bon, tu l'as, puis là, tu l'as, puis t'es pas heureux finalement. Là. C'est un peu une image de dire... on a tout le temps l'impression de devoir faire plus, puis c'est dur d'être heureux. Ouais. Dans la vie, c'est difficile le bonheur. Fait que... Tu sais, moi, je suis une couleur, puis j'essaie d'exprimer dans certaines chansons une certaine tristesse, puis dans d'autres, un certain bonheur. D'être au diable, vous en ferez votre tête. Ouais. Toi, une super heureuse. Là, on va t'entendre avec une chanson qui est « Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? » Exactement. Et c'est inspiré de quoi? Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est inspiré d'une relation tumultueuse avec un beat qui est pourtant heureux. Fait que c'est une chanson qui est dansante, mais qui pourtant, en étant joviale, est peut-être significative dans un autre sujet, mais c'est un peu comme s'ostiner dans une relation qui va mal, mais continue quand même. Bon, on va te laisser t'installer, Maxime Lapointe. Merci beaucoup d'être venu nous voir, puis on va t'entendre sur cette chanson-là. Merci beaucoup. Merci. La vie nous porte parfois à descendre au plus bas. Mais c'est bien plus dur de comprendre comment qu'on peut s'aimer comme des fous, se déclarer notre amour en se hurlant des roches. Mais c'est cave d'ignorer que même à la force d'essayer, mais qu'est-ce qu'on a? La misère à s'aimer, des problèmes à régler. Qu'est-ce qu'on est plus capable de parler? On a de la misère à s'aimer. Je ne sais pas pourquoi c'est à chaque fois le même choix qui te repousse à revenir vers moi. Je suis le méchant loup, ça fera des jaloux à s'attaquer toujours sans penser. On me c'est cave d'ignorer que même à la force de tenter, mais qu'est-ce qu'on a? La misère à s'aimer, des problèmes à régler. Qu'est-ce qu'on est plus capable de parler? On a la misère à s'aimer. Qu'est-ce qu'on a? On a la misère à s'aimer. On a la misère à s'aimer. On a des problèmes à régler. Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'on a? Mais qu'est-ce qu'on a? La misère à s'aimer, des problèmes à régler. Mais qu'est-ce qu'on est plus capable de se parler? On a la misère à s'aimer. Qu'est-ce qu'on a? On a la misère à s'aimer. On a la misère à s'aimer. Au-dessus des problèmes à régler. Oh, oh, oh.
Et voilà, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que le contenu de notre émission vous a plu. Pour tout le rattrapage de nos émissions, on vous invite à aller sur notre site Internet à tvrl.ca. Un gros merci à toute l'équipe, nos caméramans Daniel, Yannick et Clotaire, à la réalisation Alain, ainsi qu'à la recherche et à la coordination Sophie. Encore une fois, merci. On vous souhaite une très belle semaine. Portez-vous bien et à très bientôt.